Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Petite vidéo parce que je pense qu'il est important de repréciser certaines choses concernant ce qui se passe aux États-Unis. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, si vous n'avez pas vu, alors je vais vous le répéter. Vous êtes actuellement en train de voir aux États-Unis une sorte d'opération de com', un peu d'ailleurs comme ce qu'a fait Rima Hassan, Greta Thunberg, etc. avec leur coquille de noix pour essayer de bordéliser le pays, plus particulièrement dans les grandes villes, puisque c'est les grandes villes qui en général sont des bastions démocrates dans quasiment tous les États, même au Texas. Et vous avez certainement vu ces images de ce sénateur expédié hors d'une salle pendant une conférence qui a été, alors évidemment certains disent roué de coups, il a été menotté, alors il n'a pas été interpellé, il a été simplement reconduit à l'extérieur du bâtiment. Alors je pense qu'il est important de remettre un petit peu de contexte. Comme je vous l'ai dit, les opérations de l'ICE, qui sont des opérations de repérage, d'arrestation de personnes illégales, d'émigrés illégaux, pour les renvoyer chez eux, jusqu'à preuve du contraire, je pense que ce principe est légitime, sauf qu'évidemment, pour les démocrates, il faut qu'ils s'opposent à cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que les hispano-américains, c'est-à-dire les Américains d'origine hispanique, donc qui ont la nationalité américaine, alors soit qui ont été naturalisés ou qui sont nés aux États-Unis, ont gardé des liens familiaux. Et parfois, on fait venir le cousin, l'oncle, la tante, etc. Et évidemment, si on sévit sur les lois contre les immigrés illégaux, les démocrates perdent évidemment un électorat. Donc la raison pour laquelle ils sont en train de foutre le bordel, tout simplement pour s'attirer encore plus l'intérêt d'un électorat hispanique, et qui plus est, un électorat même hispanique conservateur qui a voté Donald Trump, mais dont la plupart d'entre eux n'ont pas peut-être percuté que... oui, si tu as une société de prestation de services, et que dans ta société, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez des entreprises qui sont en train de pleurer actuellement dans le BTP, plus particulièrement dans la construction de lotissements, de maisons, etc., parce que les entreprises ont perdu presque la moitié de leurs employés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilise des prestataires qui sont des sociétés créées, possédées par des hispaniques. Et de fait, eux, ils ont des accès par des réseaux à des hispaniques illégaux, qu'on paye en liquide. L'entreprise, elle en a rien à foutre, elle paye le prestataire. Donc après, c'est pas son problème si le prestataire utilise des employés illégaux. Sauf que le jour où les illégaux, ils n'ont pas envie de finir en tôle, parce que évidemment, il y a eu de la bidouille, il y a eu de la fraude, ils disparaissent de la circulation. Et du coup, il y a des chantiers qui sont pratiquement à l'arrêt parce que, je vais vous raconter encore cette anecdote que j'ai eue personnellement. La boutique où j'ai commencé à travailler, il y avait un couple d'hispaniques, mexicains d'origine. Je dis d'origine parce que, en réalité, ce sont des émigrés. Sauf que quand Trump est passé au pouvoir, et quand il a commencé à mettre en place les décrets concernant la lutte contre l'immigration illégale, qui, je le rappelle, si tu es illégal, mais que tu as réussi à te trouver un boulot parce que tu as réussi à avoir des papiers ou des faux, ou voire même un faux numéro de sécurité sociale,
Parce que les entreprises, elles s'en foutent, hein, elles vérifient pas. C'est pas leur rôle. Le couple d'Hispanie, ils ont disparu du jour au lendemain. Et donc on se doute, on le sait pas, hein, mais on se doute que peut-être ils ont donné des faux documents et ils ont peut-être fraudé sur le numéro de sécurité sociale. Et il y a beaucoup de secteurs, hein, surtout dans la restauration, etc., où en effet, il y a des hispaniques qui ont disparu. Parce qu'ils se disent, attends, moi j'ai pas envie de me faire arrêter, surtout qu'en plus, vous savez, des fois il y a des conflits entre certains employés, puis il y a des choses parfois qui finissent par se savoir, et puis il y a des gens qui dénoncent. Parce que oui, les opérations ICE, c'est en partie des dénonciations. Évidemment, en Europe, rendez-vous compte, c'est les heures sombres, comme à l'époque de l'occupation allemande, des Américains qui dénoncent et qui balancent des hispaniques et blablabla. C'est le risque. Quand vous fraudez, tant que vous ne vous faites pas choper, tant pis pour vous. Sauf que le jour où, si vous faites choper, faut assumer. Sauf qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France. La justice, elle n'est pas laxiste. Même s'il y a certains juges qui, de temps en temps, ferment les yeux, comme c'est le cas en Californie, parce que c'est un État progressiste. Mais dans le Texas, ou en Floride, ou en Alabama, ou en Louisiane, ou dans le Mississippi, non, eux, ils plaisantent pas. Hein. Donc, je remets le contexte de ce sénateur qui s'est fait un petit peu bousculer, mis à terre, menotté. Tout simplement parce que il y a une chose que vos médias ne vous disent pas. Aux États-Unis, il faut savoir qu'en matière de communication, que ce soit d'entreprise, que ce soit associatif, que ce soit politique, tout est réglé comme du papier à musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un poil de cul qui dépasse. C'est-à-dire que, regardez par exemple la conférence, la press room de la Maison Blanche, tous les journalistes qui sont à la press room le savent. On laisse parler l'intervenant, et c'est l'intervenant qui décide qui pose des questions. Et ça marche comme ça. Et si tu n'es pas désigné pour poser ta question, tant pis. T'as qu'à te démerder pour avoir des contacts, pour être un peu plus proche des organisateurs, du secrétariat, ou pour avoir l'exclusivité de pouvoir poser une question au moins une fois. Sauf que ce sénateur, il a voulu perturber en fait une conférence de presse. C'est-à-dire que le mec, il ne voulait pas attendre que la personne ait fini de parler. Ça pareil, aux États-Unis, regardez les débats aux États-Unis. C'est assez rare quand un candidat coupe la parole de l'autre. Bon, à part Donald Trump, qui de temps en temps lance des petits pics, mais justement c'est sa stratégie, c'est pour déstabiliser. Mais d'une manière générale, quand vous avez des débats, chacun a un temps de parole, chacun doit respecter le temps de parole des autres. C'est-à-dire que logiquement, quand un candidat parle, tu n'as aucun autre candidat qui normalement n'est censé lui couper la parole. Évidemment, c'est pas comme en France. En France, là par contre, c'est tout l'inverse. C'est un sport national de couper la parole, parce que c'est un moyen aussi pour nuire à la capacité d'un débat d'être audible. Et quand vous avez un candidat qui commence à présenter ou à parler ou à proposer ou à parler de choses factuelles, etc., mais qui peuvent déranger éventuellement les autres, hop. Oui, enfin bon, bref, on sait d'où vous venez. Oui, non, mais de toute façon, ce que vous dites, c'est faux, etc. Non, c'est pas faux, c'est factuel. Mais c'est plus simple de dire c'est faux pour essayer de déstabiliser celui qui est en train de parler. Ça, aux États-Unis, non.
Chaque candidat doit avoir la capacité de pouvoir s'exprimer librement sans être interrompu, ou sans que quelqu'un vienne nuire à la clarté de votre propos. Et ça, vous pouvez le vérifier dans tout. Vous regardez, que ce soit les discours, que ce soit les débats, que ce soit des officiels. Les officiels, quand ils parlent, il n'y a pas un journaliste qui, tout d'un coup, va lui couper la parole. Oui, mais il paraît. Non, non. Vous avez le chef de police, vous avez la maire, vous avez le conseiller, vous avez le directeur du centre, le directeur du machin, etc. Tout le monde défile. Et une fois que tout le monde est défilé, on décide, oui ou non, si on peut poser des questions ou pas, ou sinon vous vous contentez de ce qui vient d'être dit. Alors des fois, en effet, ça peut arriver qu'il y ait des journalistes qui osent. C'est pour ça d'ailleurs que c'est assez rare, parce qu'en général, quand vous avez des journalistes qui font vraiment leur boulot, en dehors des journalistes qui sont accrédités à poser une question bien précise, parce que les questions sont en général présentées avant, donc justement, pour pouvoir répondre avec clarté, avec argument, etc. Mais un journaliste qui pose une question et qui sort des clous, et qui pose une question qui n'était pas prévue, en général, vous le voyez, l'intervenant, il s'en mêle un peu les crayons, parce qu'il ne sait pas trop quoi répondre, parce que la question n'était pas prévue. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, aux États-Unis, en matière de communication, tout est réglé comme du papier à musique. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas d'improvisation. Alors certains vont me dire, oui, mais aux États-Unis, vous avez les stand-up. Donc les stand-up, c'est bien des improvisations. Eh bien, pas forcément. Oui, le stand-up, quand vous avez une interaction avec le public. Mais souvent, quand vous regardez un comique américain, un mec qui fait du stand-up, vous allez vous rendre compte que c'est du copier-coller, en fait, dans chacun de ces spectacles. En dehors, évidemment, de la capacité à jongler, à s'amuser de l'auditoire, comme d'ailleurs vous voyez en France des comiques qui le font aussi. C'est un exercice. Mais sur une chaîne de télé, par exemple aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces 5 secondes de décalage entre le direct et la diffusion? C'est parce que justement, si jamais il y a quelqu'un qui dérape, qui dit quelque chose qu'il ne faut pas dire, il faut déjà avoir le temps de pouvoir biper, le fameux bip, ou de couper. Donc, pour en revenir à ce sénateur qui s'est fait un peu malmener, comme il est démocrate, et que, comme je vous l'ai dit, là c'est actuellement la grande opération, la grande com, le gros buzz, pour essayer de redorer un petit peu l'image des démocrates, surtout en Californie où il y a pas mal d'enquêtes, vous savez, par rapport aux incendies qui ont eu lieu à Los Angeles, aux alentours de Los Angeles, etc. C'est marrant, vous en entendez plus parler, et pour cause. Parce qu'il y a des enquêtes qui commencent à révéler des petits défauts administratifs, des petites responsabilités, etc. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont tout perdu. Qui ont tout perdu, pourquoi? Parce que les assurances ne couvrent plus l'incendie. À cause, justement, de l'administration, à la fois de la ville, mais aussi de l'administration de l'État, qui a pris des décisions, qui a pris des lois, qui a pris des décrets. On ne débroussaille pas parce que, sur un point de vue écologique, il faut laisser la nature s'exprimer. Ouais, mais le problème, c'est que si tu ne débroussailles pas, le jour où tu as un incendie, tu offres du combustible à foison et tu facilites l'extension d'un incendie. Et à l'heure actuelle, évidemment, les médias ne s'intéressent plus à ces Américains qui ont tout perdu. Et pour cause. Parce qu'à cause justement de certaines décisions des démocrates à la gouvernance, mais aussi au niveau de la mairie, allez vous faire foutre, vous l'avez dans le cul.
Donc c'est pour ça que là, ils sont en train de faire cette OP avec toutes ces associations, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo. Allez voir la description, parce que je vous ai listé un petit peu toutes ces associations, dont une, comme par hasard, qui est financée et soutenue par la Fondation Ford et l'Open Society. Donc vous voyez, comme quoi, toujours se poser la question à qui profite le crime. Mais, très clairement, là, les démocrates sont en train d'essayer, tout simplement, de bordéliser, alors, comme je vous le dis, essentiellement les grandes villes. Là, il est prévu que demain, il y ait donc cette grande parade qui va avoir lieu à Washington. Évidemment, des groupes ont l'intention d'essayer de perturber la parade. En bordélisant ces villes, le problème, c'est que les démocrates n'ont pas compris que, en fait, ils sont en train de refaire les mêmes conneries qu'ils ont faites avec les BLM. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça dérape, où ça va commencer à piller, ça va commencer à foutre le feu, etc. Non. Pas bon. Alors évidemment, je vois en France des médias qui disent oui, ça y est, c'est la guerre civile et tout. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez de raconter des conneries. Il n'y a pas plus de guerre civile que de manifs qui pourraient éventuellement tourner mal ou trucs comme ça. Alors oui, il peut y avoir à un moment donné des incidents, oui, ça c'est clair. Mais vous savez, en règle générale, ceux qui manifent, dès que vous tirez un peu 2-3 balles en l'air, ils se carapatent comme des gamins. Ce sont des gamins de toute façon, ils se comportent comme des gamins. Je crois que parce qu'il y a l'effet de masse, si vous voulez. Si vous voulez, c'est un peu comme les racailles en banlieue, ils se déplacent toujours en bande. Par contre, quand ils sont tout seuls, ils emmènent pas lourd. Ici, c'est pareil. Il y a toujours ce phénomène pour galvaniser. Et on sait que dans le groupe d'un millier de personnes, il y aura toujours une dizaine de personnes qui sont des fragiles du haut, qu'on va bien exciter et qui vont finir par faire des conneries. Qui vont finir par aller au contact avec les flics, qui vont commencer à insulter, etc. Et puis ça y est, paf, et puis ça dérape. Il suffit qu'en face, en plus de ça, vous ayez le même genre d'individu, le même genre de fragile, infantilisé du côté de la police. Bon, voilà. Plouf. Ça part vite, de toute façon. C'est malheureux. Parce que c'est assez symptomatique, malheureusement, d'une société qui défaille. Qui défaille parce que par idéologie, on a inclus des individus dans des secteurs, dans des professions qui, en réalité, ne devraient pas y être. Parce qu'ils n'en ont pas les compétences, parce qu'ils n'en ont pas les connaissances, ou qu'ils n'en ont pas les profils physiologiques comme psychologiques. Ça, c'est clair, aux États-Unis, il y a des fois une différence assez notoire, par exemple au niveau des flics. Nous, les flics ici, en Caroline du Nord, même dans les États du Sud, les flics sont quand même majoritairement des gens qui ont quand même une capacité physique. Contrairement à des États progressistes, où il y a des fois, tu te poses la question, comment ce flic peut faire pour courir derrière un délinquant? En fait, non, il ne court pas, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est trop gros, ou parce qu'il a des problèmes de dos, ou parce qu'il a du diabète, donc il est vite essoufflé. Mais voilà, comme on est dans une politique de ne pas faire de la discrimination, donc, moi je vous dis, là où je bosse, le vendredi, pendant 2 heures, il y a une gamine trisomique qui vient bosser avec nous. Enfin, bosser est un bien grand mot, parce que de toute façon, même si on essaye de lui filer quelque chose à faire, elle n'est pas concentrée en fait. Elle n'est pas concentrée sur ce qu'elle fait, etc. Donc on ne peut pas lui filer des tâches complexes.
Il y a même des fois où on sent bien qu'elle n'est pas de bonne humeur. Donc, elle est là, elle est assise sur sa chaise, elle parle toute seule. Et on ne peut pas lui parler parce que elle n'est plus là, elle n'est pas là. Elle est dans son truc, elle est dans son univers. Mais il ne faut rien dire. Maintenant, si la société est prête à perdre de l'argent juste pour dire qu'elles embauchent des trisomiques, bon, ouais, pourquoi pas. C'est bien pour la com. Ouais, enfin bon, le problème c'est qu'à un moment donné, ça pose quand même des problèmes de productivité. C'est un peu le bordel, quoi. Et ça, malheureusement, aux États-Unis, c'est un fléau. Je dis bien un fléau parce que quand la situation économique, ça tournait plus ou moins bien, etc. Donc ça allait, les entreprises étaient prêtes à claquer de l'argent parce que en matière de communication, en matière d'image, c'était bien. Sauf que là, ça passe plus. Là, les entreprises commencent à regarder les productivités, les rentabilités, les chiffres d'affaires, l'évolution, etc. Et s'ils se rendent compte qu'ils perdent de l'argent à cause de gens, mais parce que c'est des gens qu'on a embauchés, parce qu'ils sont issus de minorités, ou parce qu'ils sont issus de la diversité, mais qui au final ne sont que des boulets en fait, et qu'on demande aux autres de bosser 2 fois plus pour compenser, bah ouais, mais ceux qui bossent 2 fois plus, au bout d'un moment, ils se disent ok, moi je veux bien, mais ah mais non, on peut pas. Ah bah dommage alors, vous êtes dans la merde. Donc, pour terminer, faites attention. Faites attention parce que ce qui se passe aux États-Unis, même les médias français, qui sont très clairement anti-Trump, suivent un peu la ligne éditoriale des médias américains. Et vous savez que les médias américains, je vous l'ai déjà expliqué, la culture américaine, c'est la culture de l'excès. Donc on utilise des mots parfois extravagants, disproportionnés, on en fait tout un pataquès de pas grand-chose, sauf que les médias français, eux, ils suivent dans la brèche. Ce qui fait que vous avez des plateaux, vous avez des gens qui vous expliquent que oui, les États-Unis est au bord de la guerre civile, Donald Trump est en difficulté, etc. Non, Donald Trump il n'est pas en difficulté, il n'en a rien à branler. Parce qu'il sait à qui il a affaire. Donc s'il y a du débordement, bah lui, comme les gouverneurs de certains États, ils sont là, c'est leur responsabilité de rétablir l'ordre. Point. Mais comme il y a certains gouverneurs de certains États progressistes qui profitent de la situation pour s'opposer à Donald Trump et lui faire porter le chapeau de tous les maux de la société de la société américaine, oui, sauf que malheureusement ça ne fonctionne pas. Attention, hein, je ne défends pas Trump à tout bout de champ, faut bien admettre que là, depuis quelque temps, c'est un petit peu un grand n'importe quoi. Mais voilà, je veux dire, il y a un moment donné, il faut se poser la question et voir les choses de façon plus globale, surtout avec l'actualité géopolitique. Où là aussi, la volonté, l'ambition, c'est une chose. Avoir les moyens de, ça, c'en est une autre. Et là, il faut bien admettre que Donald Trump, avec l'Ukraine et la Russie, il s'est quand même pris une claque. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents et bougez au pied du mien.